Avec ses 27,9 millions d'habitants et un produit intérieur brut PIB estimé à 44,1 milliards de dollars en 2021, le Cameroun est la 13e force économique du continent africain. Le pays dispose d'une économie diversifiée avec des exportations variées et possède un grand potentiel de par sa position géographique en Afrique centrale. Malheureusement touché par de multiples vents de crise, le pays, riche en ressources naturelles, n'est plus vraiment le pôle de stabilité qu'il a été dans le passé. La crise économique camerounaise qui débute au milieu des années 1980 est passée par différents tourbillons allant de la hausse des prix aux déficits commerciaux et passant par la perte des recettes publiques pour finir par se stabiliser au début des années 2000. Chute des coûts des matières premières, dévaluation monétaire, privatisation, ouverture à la concurrence, coupe drastique des salaires des fonctionnaires à 60% et réduction des dépenses sociales, augmentation significative du secteur informel, institutionnalisation de la débrouillardise. C'était le temps de la saignée. Des problèmes de longue date tels que le taux de chômage élevé des jeunes ou encore la corruption, toujours fortement présente malgré la pléthore des institutions de lutte contre celle-ci qui se sont multipliées au fil des années. À ces difficultés se sont ajoutées l'insécurité dans l'extrême nord du pays, due à la présence de Boko Haram et l'État islamique, les crises dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui étaient les régions parmi les plus prospères, la pandémie du Covid et pour finir la guerre en Ukraine. L'addition de ces phénomènes a des conséquences fortes sur l'économie camerounaise, notamment créant l'inflation sur plusieurs produits de base et détériorant le climat des affaires, le rendant complexe, n'encourageant pas ainsi l'implantation d'entreprises étrangères et investisseurs extérieurs, même si depuis le premier semestre de l'année 2021, le pays fait un retour apprécié sur les marchés internationaux des capitaux, notamment celui des eurobonds, marquant ainsi le regain de la cote de la signature camerounaise à l'international. Oui, il y a de gros dysfonctionnements dans notre pays, mais quel système au monde connaissez-vous qui fonctionne parfaitement? Quel État au monde connaissez-vous qui soit un véritable paradis sur Terre? Des États-Unis aux pays les plus pauvres, les dysfonctionnements, les inégalités sociales, la misère, de nombreux tares et violations de toutes sortes sont une réalité quotidienne avec à la clé des mouvements contestatoires, des blocus gouvernementaux et bien évidemment de nombreux malaises. Souvenez-vous des gilets jaunes de France, des shutdowns aux États-Unis, la crise d'Espagne, la situation sociale en Corée du Nord, l'urgence sociale d'Italie, l'été du mécontentement du Royaume-Uni, le malaise tunisien. Souvenez-vous des défaillances économiques, sanitaires mises à nu par la pandémie dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Des insuffisances tout bonnement paradoxales de ces grandes puissances qui se sont retrouvées presque démunies face à la Covid-19 malgré la puissance économique qu'ils incarnent. Si tout était rose dans ces différents pays que beaucoup adulent du fait de leur haute position dans la sphère mondiale, l'on n'y retrouverait pas des indigents de toutes sortes, des chômeurs, des pauvres gens, des démunis. La société est ainsi faite. Il y aura toujours des riches et des pauvres, des gentils et des méchants, des amoureux et des haineux, des généreux et des avares. Et ça, aucun homme, aucun système humain ne peut le changer. L'ivraie et le blé grandiront toujours ensemble jusqu'à la dernière heure parce qu'il en est ainsi depuis toujours. Arrêtons de diaboliser notre beau pays sous prétexte de comparaison à demi-mesure. Comparaison n'est pas raison. En ce qui concerne le président Biya, il a toujours su faire des choix honorables, des choix qui ont fait de lui, à juste titre, ce qu'il est aujourd'hui, un chef d'État, le chef de la locomotive de l'Afrique centrale, chef qui, à la seule évocation de son parcours reluisant, fait tressaillir d'admiration. Parcours qu'envie très certainement la quasi-totalité de ses homologues les plus proches, qui n'ont malheureusement peut-être pas eu la chance de pouvoir bénéficier d'un tableau aussi spectaculaire. Maintenant, dites-moi, combien d'entre vous brillez de façon respectable par les choix honorables que vous avez faits ou que vous faites au quotidien?
Combien de Camerounais sommes-nous qui pouvons marcher la tête haute, fiers de pouvoir être appelés hommes intègres? Combien d'entre nous sommes-nous prêts à faire triompher la justice à chaque fois que nécessaire? Résister à la magouille, au contournement délictuel et scélérat. Combien, dites-moi? La vérité est que nous lançons trop facilement des pierres aux autres pour leurs erreurs, qui sont en réalité pareilles aux nôtres. Nous sommes de véritables crapules, des corrompus, des malhonnêtes, des fourbes, des voleurs, des tricheurs, des analphabètes, des incultes et que sais-je encore. Tous prêts à mettre sur la sellette des gens dont on n'arrive même pas à la cheville. La critique est aisée, dit-on communément, mais l'art est difficile. Nous avons les cœurs et les esprits aussi noirs que des derrières de marmite sur un feu de bois. Et nous osons critiquer l'autre qui n'a qu'une tache de noirceur sur lui. Combien parmi vous, détracteurs du régime, êtes-vous prêts à mourir au nom de la justice, au nom de l'intégrité, pour l'intérêt de l'autre, l'intérêt général, comme l'ont fait les grands nationalistes désormais martyrs? Saviez-vous que 94% des Camerounais veulent voir leurs enfants grandir? Comme si le changement allait se mener tout seul, comme si prôner humblement et fermement des valeurs nationalistes était une chose dont il fallait avoir honte. Comme si ceux qui se sont soulevés contre les mauvais stéréotypes de notre société étaient juste des fous qui n'ont pas apprécié de vivre dans la tranquillité, apprécier leur vie, vu qu'eux sont morts pour le grand malheur de leur famille, qui avait encore besoin d'eux. Ces poltrons oublient que sans eux, ils seraient certainement toujours sous le joug de la domination écrasante de l'oppresseur. Aujourd'hui, malheureusement, les choses ont bien changé et en mal. Revendiquer ses droits est vu comme une manœuvre subversive à réprimer. Je me souviens d'une petite histoire. Je connais quelqu'un qui travaille actuellement dans une société dans laquelle il y a un gros retard de paiement institué exprès par l'employeur depuis presque toujours. Là-bas, tous les employés reçoivent l'équivalent d'un seul mois de salaire après 2 mois de prise de fonction. Le différentiel salarial restant ne sera jamais remboursé et rentre de ce fait dans la poche de l'employeur qui, compte tenu de la gargantuesque ressource humaine qu'il emploie, se remplit les poches à coups de centaines de millions. Le jeune en question avait été recruté sur la base favoritiste, sans passer par le tintouin procédural contraignant que subissent normalement tout nouveau venu, et ça parce que son père était aux affaires de la dite structure. Ayant constaté et décrié cette magouille évidente, le jeune garçon, se fichant pas mal des conséquences, rassemble quelques collègues du même démembrement et il décide de se constituer en collectif pour adresser une lettre de réclamation légitime, une sorte d'exhortation pacifique à régularisation. Malheureusement, la petite manœuvre du collectif avait été stoppée net par le père du jeune garçon qui connaissait beaucoup mieux l'affaire que son fils, visiblement impulsif et complètement naïf. Ce système, lui aurait-il dit en le rabrouant, est irréformable. Et toute tentative de réforme, qui plus est au bas de l'échelle de la hiérarchie, se solde par le renvoi de tout malheureux qui ose lever la tête. Le papa fou de rage lui dit ceci mot pour mot, je cite: « Tu veux montrer que tu sais écrire plus que qui? Cette lettre, si elle arrive à la direction, scellera ton renvoi avec toute ta bande. Si tu n'es pas content, tu déposes ta démission. Mais ce n'est pas possible d'être aussi têtu. Dois-je te rappeler par quel moyen tu es là où tu te trouves? Tu te fiches peut-être de perdre ton travail, mais à moi, il ne faut pas créer des ennuis inutilement. Ça, c'est une incitation à la révolte. Tu risques ta peau et la mienne en même temps. Mon fils, je veux te voir grandir. » Tout le monde veut voir ses enfants grandir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est au nom de cela que beaucoup trop de mauvaises choses sont faites. C'est au nom de cela que la corruption a atteint des niveaux exponentiels dans ce pays. Une corruption ahurissante malgré la multiplicité des institutions et mécanismes de lutte contre cette dernière. Mais dites-moi, qui entretient tout ceci? N'est-ce pas vous et moi? Existe-t-il des corrompus sans corrupteurs? Tous autant que vous êtes, chacun dans sa petite sphère, s'illustre par des comportements déviants impropres à l'éthique, à la déontologie
par un langage double et des actions que l'on pourrait qualifier de basses. Vous touchez frauduleusement des pensions retraite et recevez indûment des salaires alors que vous n'êtes pas en fonction. Vous prenez la médiocrité par affinité. Vous fraudez pour tout et partout. Fisc, électricité, contrefaçon, exploitation illégale, spéculation sur les prix, perception de pots de vin à tout vent, monétisation de tout service rendu, même ceux relevant de la gratuité des fonctions normatives. Système d'arnaque ficelé à tous les niveaux. Vous procédez par des détournements de sommes d'argent et de matériaux quand l'on vous en confie la gestion pour une mission, pour une réalisation. Et cela ne vaut pas seulement pour les administrations, car dans nos multiples maisons, on ne compte plus les petits voleurs. Les gens qui volent les parents, grands-parents, frères et sœurs, cousins et cousines, amis, voisins et inconnus. Des agresseurs, des apprentis voleurs qui détournent du matériel de chantier. Vous prônez l'exécution de travaux médiocres et au rabais pour mieux vous remplir les poches après avoir établi une surfacturation conséquente. Malgré cette posture mécréante dans laquelle vous vous plaisez, vous osez juger, jeter l'anathème sur l'un des plus grands travailleurs au monde, M. Paul Biya, le président de la République. Non, non. Arrêtez de contribuer tous à la destruction du Cameroun tout en rejetant la faute sur un seul homme. Quand vous serez droit dans vos bottes, alors là oui, vous pourrez vous ériger en donneur de leçons. Dois-je vous rappeler la grande humilité et l'intégrité dont le président a toujours su faire preuve? Cet homme dénigré à longueur de journée, cet homme qui jusqu'à ce qu'il devienne président était classé comme l'un des membres du gouvernement les plus pauvres, malgré toutes les multiples fonctions qu'il avait déjà occupées. Cet homme qui a fait du Cameroun un des rares pays en développement où le président de la République et sa famille ne sont jamais accusés d'utiliser des prête-noms pour faire des affaires et engranger des marchés publics. Aucun de ses enfants ne jouit officiellement de faveur de l'État, ni de position privilégiée au Cameroun, ce qui est une très rare distinction, surtout depuis 40 ans passés. Car même dans les démocraties les plus avancées, il est quasiment impossible que personne dans la famille du chef de l'État ne soit identifié comme ayant utilisé des positions de pouvoir pour des activités d'enrichissement illicites. Malgré d'abominables pressions des élèves franquistes, il refuse de précipiter son fils à sa succession comme futur président de la République, car comme l'avait-il déclaré lui-même, Vormeka, petit village de la forêt du Sud, lieu de naissance de Monsieur le Président, reste un village camerounais plus ou moins ordinaire. Il n'est branché à aucune grande route, encore moins à une autoroute. Sur le plan foncier, celui qui se fait affectueusement appeler le père de la nation n'a rien de particulier au Cameroun ni à l'étranger, alors que certains anoblis par ces décrets se sont octroyés des villages entiers au grand mépris des lois et règlements en vigueur. Quand il va à Genève pour travailler pour le Cameroun, il ne se rend pas dans un luxueux hôtel privé, mais à un hôtel public dans un quartier ordinaire. Fort de tous ces exemples pertinents, qui peut nier que le patriarche Paul Biya soit résolument un modèle de bonne conduite à suivre? Ce n'est pas une telle référence qu'on peut donner en pâture ou profaner à travers une vilipende aveugle et un déni incroyable. Je ne dis pas qu'il soit un Dieu à vénérer ou que son œuvre soit parfaite, car s'il est admis qu'aucune œuvre humaine ne soit parfaite, alors il apparaît évident que la sienne ne le soit pas et demeure donc de ce fait critiquable, surtout au vu de certains faits. Sur bien des aspects, le renouveau qu'il promeut reste encore gangréné par beaucoup trop de goulots d'étranglement que nous connaissons tous et qui émaillent le modèle démocratique de notre pays, bien souvent taxé de démocrature ou de dictature conviviale. Tout ceci compte tenu de certaines dérives impensables et impropres à la logique normative. Je ne saurais faire l'étalage exhaustif de ces dernières, car nous les connaissons. Ne perdez cependant pas de vue que chaque système de gouvernance de par le monde évolue avec ses tares et qu'à côté de certains États véritablement dictatoriaux et voyous, le Cameroun sort véritablement du lot.
La démocratie, on n'aura de cesse de le dire, n'est pas une destination d'acquisition, mais bien un processus en évolution, en renouvellement, une quête perpétuelle. Il n'y a aucun État au monde pouvant se targuer d'être totalement démocratique. Ça n'existe pas. D'autant plus que les rouages même de la politique sont quelque peu antinomiques à cette notion. Et le dire ne fait en rien du Cameroun une monarchie, contrairement à plusieurs États qui le sont et qui pourtant ne se départissent pas du système démocratique pour autant. Ces monarchies sont nombreuses et connues de tous. Nous pouvons d'ailleurs en citer quelques-unes. Le Maroc, l'Eswatini, la Belgique, le Cambodge, le Canada, le Danemark, l'Espagne, le Japon, la Jordanie, le Lesotho, l'Andorre, l'Arabie Saoudite, le Bahamas, l'Australie, le Japon, le Koweït, Luxembourg, Malaisie, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Qatar, le Royaume-Uni, la Suède, Tuvalu, Tonga, le Vatican, Samoa et j'en passe. Tous ces monarques jouissent d'une autorité et d'une considération exceptionnelle, qui ne fait pas toujours l'unanimité, mais qui leur confère pourtant un caractère sacré et intouchable. « 40 ans de pouvoir en démocratie, comment l'expliquer si ce n'est par le terme monarchie? Vous offusqueriez-vous peut-être. Il faut qu'il y ait de l'alternance parce que 40 ans de pouvoir, ça sonne très mal en démocratie, me direz-vous certainement. Et je vous répondrai alors que l'alternance n'est pas l'apanage de la démocratie que vous citez à tort et à travers. Si le président Biya est au pouvoir depuis si longtemps, c'est en raison de la qualité de son art politique. Il est sans conteste un politicien qui a une certaine virtuosité et qui, en tant qu'entrepreneur politique, a su conduire des stratégies qui lui permettent de rester longtemps au pouvoir. À cet effet, il dispose d'un parti puissant qui est incontestablement le parti le mieux implanté du Cameroun, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Soulignons d'ailleurs que concernant l'opposition, elle n'est pas au niveau en termes logistiques, n'ayant pas la capacité de s'implanter solidement sur tout le territoire. À cela s'ajoute l'immaturité de certaines de leurs propositions, couplée à beaucoup de démagogie et à une dispersion flagrante. 40 ans pour un bilan très mitigé, me rétorquerez-vous peut-être. Et je serai là-dessus très d'accord avec vous, car avec plus de rigueur, nous serions parvenus à l'heure actuelle à de meilleurs résultats. Mais si nous tombons d'accord là-dessus, alors nous tomberons certainement d'accord sur le fait que M. Paul Biya n'est pas l'auteur des multiples crises exogènes qui ont marqué la fin des jours heureux du Cameroun et mis un frein potentiel à leur retour. Toutes ces crises qui ont mis et continuent de mettre à rude épreuve les finances publiques et l'économie camerounaise tout entière. Des situations parfois similaires à beaucoup d'autres États qui eux aussi croulent toujours sous toutes sortes de déconvenues indépendamment de leur volonté. Je parle ici de la dévaluation monétaire, de l'action récriminatoire des sectes islamiques, des groupes terroristes et sécessionnistes, de la chute des coûts des matières premières ou encore plus récemment de la crise sanitaire et ukrainienne. J'aimerais que l'on me dise si c'est Paul Biya qui a orchestré tout ça pour mettre à mal les Camerounais. Parce que beaucoup font comme si c'était le cas, ayant toujours en bouche qu'au temps d'Ahidjo, tout allait bien. Sous la présidence d'Ahidjo, tout était facile. Si le président Ahidjo était resté au pouvoir, le Cameroun aurait été émergent depuis longtemps. Non, mes très chers compatriotes, vous semblez être frappés d'amnésie. Vous semblez oublier que le président Ahidjo n'aurait jamais été là si le mouvement nationaliste n'avait pas été rabroué de la pire des façons comme il l'a été. Oubniobe et sa clique auraient hissé bien plus haut le mât de notre cher pays. Mais le débat ne se trouve pas là. Aujourd'hui, vous le citez en référence, mais à ce moment-là, je crois que son mandat souffrait des mêmes maux que vous décriez dans la gouvernance de celui qui l'a succédé, voire pire, bien pire. À cette époque-là, la dictature, c'est ce qui se faisait de mieux. Qui peut le nier? Les massacres étaient légion et la brutalité de norme. Curieux que vous ayez oublié tout ça, vous ne trouvez pas? Le président Ahidjo a fait tout ce qu'il a pu faire
de bien en son temps parce que le contexte le permettait. Ne vous leurrez pas, les préoccupations et besoins d'hier ont évolué, muté. L'évolution a fait apparaître de nouveaux enjeux, de nouveaux challenges, de nouveaux concepts et avec eux une pléthore de problèmes qui demandent bien plus que ce qui se faisait simplement avant. Les années qui ont suivi la prise de pouvoir du président Biya ont été des années difficiles sur le plan conjoncturel et ce n'est pas abusé que de le dire. Mais sans se laisser devancer par les événements ni se laisser détourner par la rhétorique oiseuse et les conjectures douteuses, il a su s'adapter en empruntant à sa capacité d'anticipation, de souplesse et de retenue. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse sur cette terre, de façon objective ou non, il y aura toujours des gens qui trouveront à redire, à mener une diatribe contre le travail des autres bien ou mal fait. N'est-ce pas là l'essence même de l'homme? Ce que je sais, c'est que lorsque le mal est là, il faut savoir le reconnaître et agir en conséquence pour son éradication. Malheureusement, tout ne se résout pas d'un claquement de doigts. Et la réalité officieuse des choses peut parfois aller au-delà de l'imaginaire. Une chose est sûre, les choses doivent changer et en bien. Pourquoi pensez-vous que dans l'inconscient collectif, l'Afrique, le continent d'une abondance extraordinaire, soit vu comme étant toujours cette pauvre malheureuse à secourir? C'est tout simplement parce qu'il existe des médias et organismes prompts à ne relayer que les catastrophes ainsi que les instabilités politiques des régimes qui la composent. Mais tout n'est pas que noir, tout comme il est clair que tout ne peut être que blanc. C'est ça qui fait l'existence humaine. Il y aura toujours des réussites et des ratés. Cela vaut également pour le Cameroun, où de grandes choses sont faites, mais malheureusement peu relayées. Parfois trop souvent déformées. N'en déplaise à beaucoup de Paul Biya par rapport à tous ses homologues d'Afrique centrale et même d'ailleurs. Les Camerounais doivent se réjouir et s'en féliciter. Voilà la vérité. Ne vous laissez pas endoctriner par ces apprentis sorciers, ces ennemis de la nation, ces bandits de grand chemin, ces autocritiqueurs oisifs, ces alerteurs du pessimisme, ces immoraux, ces jaloux de la paix du Cameroun qui ne veulent qu'une seule chose, mettre le pays à feu et à sang, et avec lui l'espoir de l'Afrique révolutionnaire. Car oui, l'espoir de l'Afrique de demain repose grandement sur le pays de Paul Biya, que tout le monde reconnaît comme étant l'Afrique en miniature. Sachez que la désinformation peut parfois conduire à la haine injuste et gratuite. Alors sachons faire preuve de discernement. Merci pour votre aimable attention. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Si vous en ressentez le besoin, commentez. Si vous jugez la vidéo pertinente et instructive, partagez-la pour en faire profiter le maximum de personnes. Mais surtout, le plus important, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines sorties. C'était la chronique présidentielle en compagnie du patriarche Bukele que je suis. Heureux d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Allez, au revoir.